Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Et je suis ravie de recevoir aujourd'hui Sophie Crass, qui est maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'art contemporain et co-autrice de Vendre son art de la Renaissance à nos jours, coécrit avec Charlotte Guichard, paru aux éditions du Seuil. L'ouvrage retrace les marchés de l'art du point de vue de l'artiste, où contraintes économiques et innovations artistiques peuvent aller de pair. Plus de détails tout de suite dans Art et Marché. Vendre son art de la Renaissance à nos jours aux éditions du Seuil, c'est le titre de l'ouvrage de Charlotte Guichard et Sophie Crass qui est avec nous. Mais vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'art contemporain. Et ce titre marque bien l'axe que vous souhaitez prendre dans votre réflexion, celui du marché de l'art du point de vue des artistes. Merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer en fait qu'est-ce que ça change de considérer le marché de l'art du point de vue des artistes? Qu'est-ce qu'on regarde différemment? Oui, c'est vrai que c'est l'originalité de ce livre, je crois, que de faire l'histoire du marché de l'art du point de vue vraiment des artistes et pas des marchands, des collectionneurs, des commissaires-priseurs comme on en a l'habitude en général. Et l'idée, c'est de penser le marché comme quelque chose qui appartient aussi à l'univers de l'artiste et qui est pour lui un horizon, ou pour elle, un horizon, une contrainte créative, quelque chose qui va apporter en fait une dimension supplémentaire à l'acte créatif lui-même et donc à notre compréhension des œuvres et de la vie des artistes. Et parce qu'il y a une dimension aussi qu'on appréhende moins dans tout ce qui est études, etc., c'est la dimension du premier marché. C'est vrai que souvent on analyse tous les chiffres, les prix, etc. Et là, c'est vrai que c'est un regard qui est particulièrement différent. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que regarder le marché de l'art du point de vue des artistes, c'est se pencher sur ce qu'on appelle le premier marché. Donc le premier marché, c'est en fait la transaction inaugurale, on va dire, dans la vie marchande d'une œuvre d'art. C'est le moment où elle quitte l'atelier pour se vendre pour la toute première fois. Et ce premier marché, par opposition à toutes les reventes successives dont l'œuvre pourra faire l'objet, qu'on appelle le second marché, ce premier marché, c'est le seul qui concerne au premier chef l'artiste. C'est le seul qui constitue la rémunération de l'artiste et sur lequel l'artiste a une sorte de prise, en fait, une capacité d'action. Et c'est ça qui nous intéressait, je crois, c'était d'essayer de réfléchir à la capacité des actions des artistes sur le marché. Et vous faites commencer votre livre au XVe siècle. Est-ce que c'est une rupture par rapport à l'identité artistique et justement à cette prise de position de l'artiste? Oui, tout à fait. Alors le terme de rupture est peut-être pas le plus juste parce que c'est un glissement qui est en fait très lent, très progressif. Mais ce qu'on observe en fait progressivement à la Renaissance, c'est le passage d'un système où c'est le travail de l'artiste en fait qui a un prix, à un système où c'est bien l'œuvre, l'objet d'art qui a un prix. C'est-à-dire que dans l'économie, on va dire des corporations artisanales du Moyen-Âge, ce qu'on achète, c'est un temps de travail de l'artiste. Tandis que dans le nouveau système dans lequel on glisse progressivement, ce qu'on achète, c'est bien un objet, c'est bien l'œuvre d'art. Oui, et puis donc les deux premiers chapitres concernent vraiment ce prix apposé à une œuvre d'art. Et vous déjouez certaines idées comme quoi le prix est quelque chose d'arbitraire, qui n'a aucun fond. Et je pense que c'est d'autant plus vrai sur ce premier marché où on a plus de recul et de mainmise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi repose ce prix ? Oui, tout à fait. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la fabrique du prix, on voit perdurer l'ancien système, le système traditionnel, finalement assez artisanal, de fonctionnement du marché de l'art ou des artistes. C'est-à-dire que lorsqu'on fabrique le prix, la question du temps de travail des artistes, en fait, a un rôle très important et vient objectiver, en quelque sorte, ce prix sur le premier marché. Alors, ça peut se faire de différentes manières. À la Renaissance, on peut calculer vraiment le nombre de journées de travail passées à l'ouvrage. C'est le cas, par exemple, d'un artiste comme Adrian van der Werf, dans les années 1710-1720, il va vraiment compter le nombre de journées qu'il a passées pour fabriquer un tableau, et il compte 25 florins la journée, et ça lui donne un prix de base pour son tableau. Si on pense à quelqu'un comme Artemisia Gentileschi, par exemple, au XVIIe siècle. Il y a une exposition en ce moment. Exactement. Elle, de son côté, c'est plutôt le nombre de figures humaines dans le tableau qui va servir à comptabiliser comme ça le temps de travail, et elle compte 100 écus par figure. Mais ce qui est important,
c'est que cette base objective n'est jamais le prix final. C'est-à-dire que c'est une base de négociation. D'accord. À partir de là, l'enjeu, c'est de négocier. Et Gentileschi, par exemple, elle est très très forte pour ça. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fixer le prix de vente par contrat, mais elle le négocie dans la correspondance. Donc ça lui permet de revenir à la charge, de déployer toute son éloquence, elle a une très très belle langue comme ça, pour convaincre le client d'acheter au prix fort le tableau terminé. Mais on a quand même l'impression que le temps passant, l'artiste a de moins en moins la mainmise sur le prix, et que c'est quand même des acteurs extérieurs qui en donnent la valeur. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé quand on a fait le livre. C'était de s'apercevoir, en fait, quand même d'une perte de savoir-faire, on pourrait dire, dans la fixation du prix, entre justement l'époque de Gentileschi et la période actuelle, où les artistes, en fait, ont été très largement dessaisis de cette compétence, en fait, de fixer leur prix, puisque ce sont désormais plutôt les marchands, les galeristes qui s'en chargent, selon des méthodes qui d'ailleurs ne sont pas complètement éloignées de celles qui préexistaient, puisque la question, par exemple, des dimensions de l'œuvre reste très importante pour définir le prix de l'œuvre sur le premier marché, ajouter un facteur lié à la réputation de l'artiste. Mais c'est vrai que, justement, être capable disons, donner une quantité, un chiffre, appartient désormais davantage aux galeristes, aux marchands qu'aux artistes. Mais du coup, est-ce qu'on peut analyser qu'il y a moins de porosité qu'avant entre le monde de la création, des artistes qui peuvent se présenter plutôt dans une posture d'artiste dans sa tour d'ivoire, ou en tout cas de la pureté de l'acte, et un monde avec tous ces marchands, etc. Est-ce que ce sont deux mondes qui se sont vraiment séparés aujourd'hui, comme on pourrait peut-être croire l'inverse, mais c'est vrai qu'en lisant ce livre, on a plus l'impression que maintenant il y a ces deux mondes séparés et qu'il y a plus une notion de pureté ou c'est une question très intéressante. Alors, il est vrai que la manière dont en fait les marchands d'art puis les galeristes se sont saisis de ces questions de prix, de négociation, en laissant un petit peu les artistes de côté, c'est un phénomène historique qui est qui intervient vraiment en même temps que la notion, par exemple, de l'art pour l'art, que cette figure de l'artiste bohème, un petit peu détachée des questions économiques. Néanmoins, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'il y a le mythe et puis il y a la réalité qui fait que, en fait, les artistes restent aujourd'hui encore vraiment en prise avec les questions économiques qui les concernent et continuent, en fait, à penser des formes économiques parfois alternatives, des formes économiques qui soient compatibles avec leurs ambitions créatives. Et ce qui pourrait être resté en tout cas assez mystérieux, c'est peut-être plus le concept de cote. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment est-ce qu'on arrive à trouver un chiffre, à tomber sur quelque chose d'un petit peu tangible? Ouais. Alors, ce qui est très compliqué en fait avec la cote, c'est qu'on emploie ce terme pour parler de choses qui peuvent être en fait assez différentes. Il y a la cote sur le second marché, c'est celle qu'on connaît le mieux, je pense. Et ça, c'est tout simple. C'est en fait une moyenne des prix atteints en vente aux enchères pour un artiste donné sur un type d'œuvre donnée. Donc ça nous donne un petit peu un prix moyen pour des ventes passées qui donne éventuellement une idée, une évaluation pour les ventes futures. Et puis il y a la cote sur le premier marché, et là c'est un petit peu différent. La cote sur le premier marché, elle représente justement ce coefficient de réputation qu'on va ensuite appliquer aux œuvres en fonction de leur dimension et de leur médium. Donc typiquement, les tableaux, les huiles sur toile vont être plus chères que les dessins, les sculptures vont être cotées à part. Et cette cote-là, sur le premier marché, cette réputation, c'est là effectivement que se cristallise un petit peu le mystère, s'il y en a. Bon, en fait, dans la pratique, c'est pas si mystérieux. Elle s'établit par comparaison. C'est-à-dire qu'on va aller regarder des artistes un petit peu de la même génération, qui sont à peu près au même niveau de leur carrière, qui font peut-être des œuvres un peu comparables. Et puis, on va s'aligner. Et ensuite, c'est des ajustements progressifs en fonction des ventes, en fonction d'expositions dans des musées. Mais vous dites qu'on pourrait croire que le second marché aurait un impact assez fort et des versants sur le premier marché, mais pas tant que ça finalement, et que c'est pas forcément très lié les deux. Ouais, c'est très difficile à déterminer, à vrai dire. Alors c'est vrai qu'il existe des instruments qui nous prouvent
que depuis très longtemps, les acteurs du premier marché, en particulier les marchands d'art, mais même les artistes d'ailleurs, s'intéressent à ce qui se passe sur le second marché. Donc typiquement les annuaires de cotes, aujourd'hui les bases de données qui réunissent tous les prix atteints en vente aux enchères, tout ça est évidemment consulté par les marchands sur le premier marché et par les artistes. Mais néanmoins, la répercussion en fait des prix sur le second marché sur la cote du premier marché, elle est beaucoup moins automatique que ce qu'on pourrait croire. Elle est plus lente et il y a parfois une déconnexion en fait assez forte entre premier et second marché. Et après, dans les chapitres centraux du livre, on parle plus de l'artiste comme acteur justement qui... est-ce que l'artiste fait le choix d'être acteur ou pas dans sa présence dans les réseaux et acteur ou pas sur sa cote finalement? Ouais. Je pense que vendre son art, dans la grande majorité des cas, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps long. En fait, c'est le temps de diffuser son image, d'asseoir sa réputation et de nouer des relations. Et on insiste beaucoup dans le livre sur ce qu'on appelle l'économie de l'attachement. C'est une manière pour les artistes en fait, de créer des liens avec des personnes qui peuvent leur apporter un soutien financier, un capital, une forme d'exposition médiatique aussi. En contrepartie, les artistes sont obligés de céder un petit peu de leur liberté. Et donc, c'est toujours cette négociation, en fait, avec leurs attachements. Mais le pari, c'est que sur le long terme, ça va les aider à vraiment en profiter. Et pour terminer cette interview, je me demandais si les réseaux sociaux, justement, chamboulaient un petit peu cette notion d'attachement, parce que finalement, on peut dire qu'on est lié autrement par Internet, etc., et les applications, mais finalement, peut-être qu'on se réapproprie, en tout cas l'artiste se réapproprie une image et il n'est pas forcément obligé de passer par ces intermédiaires. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, on peut avoir un peu deux visions contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, les études, en particulier des sociologues, montrent qu'en dépit de l'existence des réseaux sociaux et de la possibilité de s'adresser directement à un public et voire de vendre directement grâce aux plateformes en ligne, eh bien, le rôle des galeries comme prescripteurs reste très important et difficilement contournable si on veut faire carrière. En revanche, moi, ce que je dirais aussi, c'est que les deux ne sont pas incompatibles, en fait. C'est-à-dire que probablement, les artistes ont besoin des deux. C'est-à-dire à la fois de faire appel au public le plus large, et notamment à travers l'image qu'on peut diffuser par les réseaux sociaux, et en même temps, compter sur des alliés tels que sont les marchands, les galeries, pour réussir à placer ses œuvres et à construire sa carrière. Merci beaucoup Sophie Crass. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'art contemporain et co-autrice de Vendre son art, de la Renaissance à nos jours aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.